vidéo, eh bien, c'est pour vous parler de mes dernières lectures. J'espère que ça va aller niveau qualité parce que je vous avoue que j'ai essayé de choper un petit bout de temps bleu de soleil, mais je suis pas sûre que ça soit trop ça. Donc on va essayer de faire cette vidéo au mieux. On va commencer la vidéo comme d'habitude par mes emprunts à la médiathèque. Donc j'ai lu Rose Bertin, La couturière fatale, qui du coup est un manga, et en le lisant, en fait, j'ai découvert que cette personne a vraiment existé. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu romancé son histoire, mais du coup il y aura sûrement des faits historiques dedans. Donc voilà, on est sur l'histoire d'une jeune fille justement qui vient de la province, ça se passe en France, dans les années 1766 à Abbeville. Donc on va voir justement comment cette jeune fille qui vient de la campagne va monter à Paris et va faire en sorte de devenir la meilleure couturière de France. Et je vois que justement à quel point que quand j'ai regardé sa biographie dans Wikipédia, ça a été devenu la couturière de Marie Antoinette. Donc voilà, donc là on retrace justement le tout début, comment elle était dans sa province et son arrivée à Paris. Donc je suppose que la suite, eh ben, on va voir justement petit à petit sa progression. C'est assez chouette et ça se veut justement assez féministe pour montrer qu'à l'époque, les femmes étaient capables de travailler et d'avoir leur propre entreprise, mais elles mettaient en place des systèmes justement pour pouvoir avoir accès à ces droits-là, même si c'était pas toujours très bien vu. On a toujours cette image de la femme qui était très soumise à son mari et tout, mais visiblement, ce n'était pas toujours le cas, et certaines femmes arrivaient à s'émanciper de ça. Donc voilà, j'étais contente de lire ça et de voir un petit peu comment ça traitait le sujet. J'ai lu Le Garçon et le Dragon, et là je vous avoue que je l'ai pris juste parce que c'était une nouveauté à la médiathèque et que ça me disait bien de lire ça, mais je ne savais absolument pas de quoi ça allait parler. Et en fait, on est sur un jeune garçon qui va tomber dans un étang, et dans cet étang, au fond, en fait, il y a un dragon, le dragon de la guérison et le dragon de l'eau. Et en fait, il y a 100 ans, justement, un humain qui l'a sauvé lui a promis de lui trouver une épouse. Et donc, quand ce petit garçon va tomber dans l'eau, il va lui dire: Ah, c'est toi mon épouse, donc on va se marier, tatati tatata. Sauf qu'évidemment, le petit garçon lui dit: Ben non, en fait, je suis pas une fille, je suis pas votre épouse. Et donc, on a une espèce d'amitié, relation qui va se nouer entre les deux. Et je vous avoue que j'étais pas du tout partie dans ce délire-là. Moi, je pensais que ça allait être juste un peu en mode Eragon, un petit garçon qui allait recueillir un dragon. Et non, la relation va plus loin que ça. Et et je m'attendais pas à ça, même s'il n'y a rien d'explicite et tout, voilà, c'est encore assez choupi. Mais voilà, j'étais pas du tout partie dans ce délire-là, et j'ai bien aimé. Voilà. Il y a plein de sujets qui sont traités aussi un petit peu plus durs que d'autres, puisque justement on va vite se rendre compte pourquoi le petit garçon est tombé dans les temps et ce qui lui est arrivé en fait, son background à lui, d'ailleurs ça se voit. Il y a des passages qui sont beaucoup plus sombres, et justement on remonte dans ses souvenirs à lui et les traumas qu'il a vécu. Donc voilà, il y a quand même quelques trigger warnings. Entre autres, de la maltraitance, et cet enfant a été un enfant battu justement. Et donc voilà, mais c'était très chouette. J'ai bien aimé l'histoire, et donc voilà, mais sans plus. J'ai lu aussi The Panquill. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui vit au fin fond d'un village, et elle, son rêve justement, c'est d'étudier les planètes, d'étudier l'astronomie. Sauf que, eh bien, c'était pas possible parce qu'elle ne peut pas faire de grandes études, parce qu'elle vient d'une famille pauvre, tout simplement. Donc elle va sûrement devoir rester au village et vivre sa pauvre vie, entre guillemets. Sauf que elle va rencontrer justement la Lady des collines, c'est comme ça qu'elle est appelée dans le bouquin, qui visiblement en fait c'est une créature qui vit au fond de la forêt avec ses gobelins au moment des dolmens et tout ça, et elle va lui dire justement comment réussir à s'émanciper de tous les carcans, de tout ce que les hommes nous font vivre, nous les femmes, patati patata. Et c'est assez intéressant justement parce que on voit justement la vision des femmes au niveau des hommes et des hommes au niveau des femmes. On voit aussi tout l'aspect magique et légende un petit peu qu'on peut avoir nous avec justement tout ce qui va être tout ce qui va être lutin, gobelin au niveau des dolmens et tout. Bref, c'est assez chouette. Mais je vous avoue que j'ai pas été transcendée. Voilà, c'est chouette, mais voilà, ça se lit, c'est un petit peu jeunesse. Il y a Relation FF aussi, alors très peu détaillé parce que justement on est sur un jeunesse, mais voilà, j'ai bien aimé qu'il y ait cette petite représentation, donc voilà. J'ai aussi lu Violette Ténébris, donc le tome 1, Animal Totem. On est sur l'histoire de cette jeune fille. En fait, c'est comme si Enid était l'enfant de la famille Adams. Très clairement, on est un peu sur ça. On est sur Violette, du coup, qui est la princesse du monde des ténèbres. Et elle va devoir justement trouver son animal totem parce qu'elle va bientôt avoir 16 ans, si je ne m'abuse. Et en gros, ton animal totem apparaît pour déclarer si tu as des pouvoirs magiques ou pas. Sa mère, son animal totem, c'est un serpent. Son père, c'est un espèce de pélican. Là, je sais pas trop ce que c'est son animal totem. C'est pas un vautour, je sais pas trop quel animal c'est, bref.
Son grand-père, c'est un crapaud. Bref, chacun a son animal totem. Mais elle, comme vous voyez, elle n'est pas du tout dans les normes et du coup, elle ne sait pas trop à quoi elle doit s'attendre. Et donc, elle va traverser justement des petites aventures pour découvrir quelle est sa magie, quel est son animal totem et si elle est digne ou pas de bel et bien être l'héritière du trône de son royaume. Donc voilà, on joue sur une petite quête identitaire, une acceptation de soi aussi, et de faire attention aussi à ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Donc c'est assez chouette, hein. C'est une petite jeunesse comme on les aime, avec de bonnes valeurs, de bonne morale. Donc pourquoi pas emprunter le 2 si la bibliothèque l'achète. J'ai aussi lu du coup Mon Refuge, qui là est une BD, mais c'est vraiment un gros roman graphique, un peu plus complexe, un peu moins digeste, puisqu'on est sur l'histoire de Yel, qui, alors je sais plus c'est quoi son nom, de H, voilà. H qui justement ne se retrouve pas dans son corps, ne se retrouve pas dans son identité sexuelle, et qui du coup demande à ce qu'on l'appelle par H et non pas son dead name, et qui justement va avoir tout un parcours qui va mélanger à la fois justement sa transidentité et l'écologie. Et donc, on va la suivre parce que son grand-père était quelqu'un d'assez renfermé sur lui et qui avait une cabane au fin fond au fin fond du... Alors, c'est plus lesquels... ça se passe aux États-Unis, c'est plus c'est le Kansas, ou je sais plus, voilà, c'est quel état, mais en Californie, peut-être bien, bref, au fin fond d'un endroit perdu, et elle se dit que justement, vu que personne ne l'écoute et personne ne veut faire en fonction de ce que elle souhaite pour elle, eh bien elle va aller justement, elle va apprendre à faire des trucs survivalistes, à savoir faire un feu, à savoir vivre dans la nature, à savoir réussir à chasser, manger et tout, et elle va aller retrouver la cabane de son grand-père, puisque son grand-père est décédé. Et voilà, elle va vivre dans les bois avec son chien et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Vous vous doutez bien que ça ne va pas exactement se passer comme ça. Donc on voit justement tout le parcours de cette personne et c'est assez chouette. Je me suis demandé à un moment si c'était autobiographique ou non, mais en tout cas je pense que cette histoire parlera à de nombreuses personnes parce que justement elle remet plein de choses en question, aussi bien comment fonctionne la famille que évidemment il y a énormément, on parle de la transidentité, mais c'est pas le sujet qui je trouve qui est le plus prenant, c'est vraiment la survie, ce qui est essentiel ou ce qui ne l'est pas à la vie, et évidemment l'écologie, puisque ça fait une grosse part de son identité, et c'est assez chouette de voir ça justement, ça remet un petit peu des fois les pendules à l'heure dans le monde dans lequel on vit, où tout est très stressant, calculé, très virtuel aussi. Ben voilà, j'ai bien aimé ce petit moment où justement on se pose et on se pose et on pose des bonnes questions justement. Voilà. Donc franchement, lecture à faire. Je suis pas étonnée vu que c'est aussi l'autrice de voilà, Le Prince et la Couturière, récompensée à Angoulême, qui était déjà une BD qui était très chouette et très engagée. Donc voilà. Ensuite, j'ai aussi fait quelques achats. Donc forcément, il y a de la lecture. Du coup, j'ai lu Minato con Landori, le tome 6. Donc voilà, je continue. Là, ça va être des suites de séries, hein. Donc je vais aller un peu vite parce que je ne vais pas trop vous spoiler. Minato con Landori, comme vous voyez, on est sur une relation MM entre un gars qui a 30 ans et un gars qui en a 17. Enfin là, dans celui-là, justement, il va avoir 18 ans. Donc la relation va potentiellement commencer à naître, et je dis bien potentiellement, parce que déjà depuis 5 tomes, on voit en fait que le jeune garçon qui a 17 ans, qui est lycéen, est amoureux de Minato, lui a déclaré sa flamme, lui a dit qu'il veut sortir avec lui, mais Minato étant un trentenaire, lui dit bah non en fait c'est pas possible, je peux pas sortir avec toi, il y a une trop grosse différence d'âge, tu n'es qu'un lycéen, tu ne connais pas les deux bouts de ta vie, tatati tatata. Donc voilà, on a comme ça pendant 5 tomes une amitié entre guillemets, mais à sens unique, puisque l'autre c'est pas une amitié qu'il veut, qui se crée, et dans ce tome là on a une potentielle ouverture, mais on est encore loin d'une relation claire et ouverte, et donc à voir ce que ça va donner. Parce que c'est quand même long, même si je suis contente justement de comment c'est amené, que c'est pas une question d'emprise ou une question de soumission, voilà, parce que comme on a quand même une grosse différence d'âge, ça pourrait être un peu mal interprété, mais je trouve que justement c'est fait de manière très green flag et très saine, donc j'aime beaucoup ce titre. J'ai continué avec Business Proposal, le tome 7, et je vous avoue que à un moment j'ai un peu levé les yeux au ciel, parce que donc dans cette série on est sur un homme qui est un héritier d'une grosse entreprise, que son grand-père arrange un rendez-vous avec plein de jeunes filles, justement plein d'héritières. Sauf que lui il en a marre, il n'a pas que ça à faire, il va se marier pour la convenance, mais il est pas là pour trouver l'amour, il est pas là pour ça, il est là pour bosser. Donc au bout d'un moment, au bout de énième rendez-vous, il va dire la prochaine que j'ai en rendez-vous, je l'épouse, peu importe à quoi elle ressemble, peu importe qui elle est, voilà.
Ce qui va se passer, c'est que cette fameuse héritière est une amie avec une de ses employées et sans le savoir, en fait, elle va lui dire écoute, je ne veux pas aller à ce rendez-vous, donc vas-y à ma place et puis on verra bien ce qui se passera. Fais en sorte justement de le dégoûter pour qu'il n'ait pas envie de l'épouser. Elle va y aller, elle va faire tout ce qu'elle peut pour qu'il n'ait pas envie de l'épouser, sauf que lui, il va tomber sous le charme justement de cette fille qui, franchement, n'a pas la langue dans sa poche, qui est vulgaire et qui fait n'importe quoi. Enfin bref, lui, il va s'intéresser à elle justement, il va dire de toute manière, j'ai dit que j'allais l'épouser, donc je l'épouserai. Jusqu'au moment où il va se rendre compte que c'est pas la fameuse héritière qu'il devait épouser, mais que c'est bel et bien une de ses employées. Et donc là, va commencer justement à se nouer un petit jeu du chat et la souris, parce que lui va très vite se rendre compte du coup que c'est son employé et que ce n'est pas la fameuse héritière. Sauf que elle va être en mode, mais qu'est-ce que je fais en fait Et donc on a une relation comme ça qui va petit tapis va naître, enfin oui et non. Et là, du coup, dans ce tome 7, et on a l'arrivée d'une fameuse ex. Et je vous avoue que c'est c'est une trope qu'on a vue et revue, justement comment la jalousie va faire petit à petit sortir le loup du bois, comme on dit. Voilà, j'aime... Ce tome-là m'a un petit peu énervée parce qu'on joue sur certains clichés et j'étais pas très favorable à ça. Mais bon, c'est pas grave, on continue, l'histoire avance un petit peu, enfin, il y a des choses qui sont révélées et c'est très chouette. J'ai continué I Don't Trust My Twin, le tome 4, avec toujours ces sublimes marque-pages. Il est où le deuxième? Il est là. Hop. Du coup là on est sur l'histoire d'une jeune fille qui a toujours tout fait pour sa famille. Elle a une jumelle qui est malade, qui est très fragile de santé, et donc du coup c'est elle qui a tout pris en main, le domaine quand son grand-père est décédé et tout, pour que tout se passe au mieux. Sauf que au moment où justement elle va devoir épouser le fiancé qui lui était promis, elle va se rendre compte qu'en fait sa sœur derrière elle a tout manigancé pour tout lui prendre, aussi bien son fiancé que le domaine, que tout ce qu'elle a toujours fait en fait. Et donc elle se retrouve justement, entre guillemets, le jour de son mariage, à se rendre compte qu'elle a tout perdu et elle va mourir. Et si elle fait un vœu que si elle se réincarne dans sa vie, elle changerait évidemment tout. Vous vous rendez bien compte, c'est un webtoon avec un trope de réincarnation, donc c'est ce qui va se passer. Elle va se réincarner quelques temps avant justement que tout se passe, et elle va décider de faire en sorte que sa sœur ne réussisse pas, à lui mettre à l'envers comme elle lui a mis à l'envers dans son ancienne vie, tout simplement. Et donc elle va casser sa relation avec son fiancé, elle va trouver un autre fiancé qu'elle trouve plus intelligent, enfin pas plus intelligent, mais plus facilement manipulable, voilà, pardon, et qui sert ses intérêts justement. Et donc elle va mener sa vie d'une manière très différente qu'elle l'avait fait la première. Dans ce tome-là, justement, sa sœur se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, puisqu'elle n'arrive plus à faire toutes les manigances qu'elle faisait dans sa précédente vie. Donc on va voir que là on a un petit moment, justement, un petit climax qui va à mon avis énormément changer par rapport à ce qu'elle elle connaît du coup de sa vie, puisque tout ne va plus se passer comme ça, elle pouvait le prévoir à un moment. Et puis évidemment la relation aussi avec le protagoniste, qu'elle souhaite se servir de lui comme elle lui a dit depuis le début, hein, c'est une relation de contrat, et bien petit à petit justement va évoluer vers quelque chose d'un peu plus qu'une simple relation contractuelle, où lui il a besoin d'elle parce qu'elle doit éponger ses dettes, et elle a besoin de lui justement pour avoir un fiancé et qu'elle ne soit pas fiancée à l'autre. Donc voilà. J'ai aussi lu du coup Seule la mort atteint la vilaine, le tome 8. Pareil, donc on est sur une trope. Alors là, c'est pas de réincarnation, mais c'est, comment on appelle ça? C'est des osekai, je crois. Quand un personnage lit un roman, un film ou fait un jeu vidéo et se réincarne à l'intérieur de celui-ci. Donc là, elle se réincarne dans un jeu vidéo. C'est un peu comme un autonome game où en fait il y a plusieurs garçons, et selon le nombre d'affinités que tu as avec ce garçon, tu vas pouvoir finir avec lui ou pas. Et elle, comme elle rentre dans le jeu en tant que l'antagoniste, elle sait que si elle n'a pas un haut potentiel avec les gars, quelqu'un risque de la tuer, et donc elle va faire en sorte que ce n'est pas le cas. Là on arrive avec énormément de retournements justement de situations, des trahisons et des choses qui ne vont pas du tout, et du coup j'ai très hâte de lire la suite, parce que je ne suis absolument pas d'accord des choix qu'elle fait, et voilà, j'étais en mode donc hâte de voir justement ce qui va se passer dans le thème suivant, toujours avec les petits marque-pages de Kotun qui sont absolument magnifiques. Donc voilà, là on est sur un petit moment en mode ça peut pas se finir comme ça. J'ai aussi lu Father I Don't Want This Marriage, le tome 8, du coup le dernier. Je ne l'ai plus en ma possession parce que justement cette saga, je l'ai finie et j'ai pas envie de la garder. Donc je l'ai directement posée sur une tête et elle est partie aussi sec quasiment. Donc voilà. J'ai déjà revendu du tome 3 au tome 8, donc il me reste le 1 et 2 si ça vous intéresse. De toute manière, voilà.
ce sera sur mon Vinted. Mais du coup, voilà, j'ai lu le dernier tome. Je regrette un petit peu que ce dernier tome, cette couverture, soit si spoilante. Voilà. En fait, il y a deux couvertures. Il y a la jaquette qui cache un petit peu, mais la vraie couverture de base, les gars, faites autre chose, quoi. Ça spoil à fond. Donc c'est horrible. Father et Contis mariage, on est sur une énième trope de réincarnation sur une jeune femme qui va mourir de l'épée du prince héritier, mais c'est son père qui l'a emmenée en gros à l'abattoir. Et donc du coup, quand elle va mourir, elle va dire que si elle pouvait revenir en arrière, elle changerait pas mal de choses. Et c'est ce qu'elle va faire, elle va changer sa relation avec son père, et elle va se rendre compte que son père a un disciple qui elle ne se rend pas compte au début, mais nous on le sait direct, qui n'est nul d'autre que le fameux prince héritier en fait, qui est censé la tuer. Et donc une relation d'amour va naître entre le disciple et elle. Et donc évidemment la dynamique ne va plus être la même que dans sa première vie. Voilà. Comme je disais avec Cynthia qui l'a aussi lu, en fait j'aimais bien l'histoire d'amour justement, mais tout le côté magique derrière le lore qui a été rajouté après le tome, je crois que c'est le 5, ouais, entre le 5, 6, 7, je trouvais ça absolument inutile à l'histoire. Je pense que ça aurait pu justement se finir en 6 tomes. On aurait eu jusqu'au tome 5 et après le tome 8. Et c'était fini en fait. Les 3 tomes là au milieu ont voulu rajouter un lore hyper compliqué, hyper relou avec des complots dans les complots. Et je trouvais ça pas intéressant. J'aurais préféré qu'on s'arrête voilà, à une histoire d'amour avec un peu de romantésie, avec un peu de fantaisie et tout, pas de soucis. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je me sépare. C'est parce que mais en fait, comme ça s'est essoufflé au bout d'un moment, mon intérêt n'était plus là, alors que dans les 4-5 premiers tomes, mon intérêt était énormément là. Donc voilà, je m'en sépare et de toute manière, ça fera plaisir à quelqu'un d'autre. La preuve, ils sont déjà partis pour la plupart. J'ai aussi lu du coup Les Normaux, le tome 2, et celui-là je l'attendais avec impatience. On est sur un Heartstopper version fantastique. Donc vous vous rendez bien compte que là il y a déjà beaucoup de choses qui me parlent dedans. Donc on est sur une relation MM, comme vous pouvez le voir, entre un humain magicien et un vampire. Voilà. Le bleu c'est le vampire et l'autre c'est le magicien. Il y a en fait un monde parallèle, il y a notre monde à nous, classique normal des humains, et il y a le même monde, un monde parallèle où ils peuvent aller grâce à des portails, et en fait on tombe du coup dans un Londres ou dans un Paris magique. Et c'est ce qui se passe, l'humain du coup va traverser le monde classique pour aller justement chez une tante à lui, et bien exploiter au maximum son potentiel magique, et il va rencontrer justement ce fameux vampire qui fait partie d'une famille de prestige, un peu en mode, vous voyez, les Kardashians. Et lui, justement, il est l'égérie d'une marque, voilà, c'est un mannequin, tatati tatata, et ses parents ont un peu une vision de ce que doit être sa vie et de ce que doit être sa carrière, sauf que lui, visiblement, ça ne colle pas avec ce que eux, ils veulent, sauf qu'ils ne se rendent pas compte. Voilà. Donc dans ce tome-là, on est justement sur réussir à s'accepter, réussir à poser ses limites aussi avec les gens qui nous entourent, sa famille, ses amis, ses proches, et du coup, c'est assez intéressant, sachant qu'on a toujours justement la relation qui commence à se nouer entre les deux. Dans le tome 1, justement, ils se sont rencontrés, on a eu les premiers bisous, on a eu le premier pic d'intérêt qui a été mis. Et là, justement, dans ce dame-là, on est plus sur le questionnement de est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on essaye de faire un truc? Est-ce qu'on reste amis? Parce qu'en plus, justement, ils vont découvrir le lendemain, en fait, qu'ils se sont embrassés, qu'ils sont voisins. Donc, ils sont sur le même palier. Donc, c'est assez chouette et franchement, j'aime bien. Et en plus, lui, il a un lapin. Mais il a un lapin! C'est le lapin démoniaque en fait. C'est le lapin qui fait des petits complots et tout, justement, pour faire en sorte qu'ils arrivent à se croiser dans les couloirs et qu'ils discutent l'un et l'autre ensemble. C'est trop chouette. Vous voyez, par exemple, là, le lapin, on est dans sa tête à certains moments. Et du coup, on se voit les films qui se fait là en mode je suis en mission infiltrée et tout, je dois faire en sorte qu'ils tombent tous les deux l'un sur l'autre. C'est trop chouette, j'adore. Il y a vraiment une bonne dynamique, une bonne ambiance dans cette BD. Je sais même, soit roman graphique, BD, comics, vous l'appelez comme vous voulez. Mais j'aime beaucoup. En plus, évidemment, il y a de la représentation, donc on adore encore plus ça. Et voilà, je la conseille 1000 fois. Comme je l'ai dit, pour moi, c'est un super mélange entre Heartstopper et du fantastique. Donc, allez-y, foncez. Ensuite, j'ai aussi fait quelques lectures évidemment en roman, et j'ai un petit papier parce qu'il y en a un que j'ai lu en audio, mais il faut absolument pas que je l'oublie, mais c'est le dernier dans lequel je vous parlais puisque c'est le dernier que j'ai lu. On va commencer du coup par l'ordre de lecture. J'ai lu La Société secrète, La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Oui, voilà, je l'ai enfin lu, ça y est, c'est fait. Je vous avoue que je suis assez contente de moi parce que c'était pas gagné, puisque c'est quand même une lecture vachement de saison automnale, mais que je me suis dit, bon allez, là on y va, on fonce. Il était dans ma pile à lire des devoirs de Mira Zonchi, donc c'est fait.
On est sur l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Mika et en fait elle fait semblant sur YouTube d'être une sorcière, mais elle est réellement une sorcière dans la vraie vie. Sauf que les sorcières ont un secret un petit peu particulier en plus de leur magie, c'est qu'il ne faut pas que plusieurs sorcières soient au même endroit, sinon en fait ça fait une concentration de magie et il y a des risques que les humains du coup se rendent compte de la magie. Les sorcières ne sont pas sorties du placard dans cet univers-là. Donc ce qui se passe, c'est que eh bien, les sorcières se réunissent une fois de temps en temps. Là, on est dans les sorcières d'Angleterre. Hein. Elles se réunissent une fois de temps en temps, mais voilà, il n'y a jamais de concentration ensemble. Et quand une sorcière naît, sa famille meurt. Enfin, ses deux parents. On ne sait pas pourquoi, mais du coup, elles sont tout le temps élevées par des tantes, par des grands-parents, par d'autres sorcières à la rigueur qui les élèvent en distance, mais elles ne sont jamais élevées par leurs parents. Et donc, on va suivre justement la vie de Mika qui n'a pas connu ses parents et qui a été élevée par une tutrice, justement une sorcière, qu'elle ne voyait quasiment jamais, mais qui lui a tout fourni, éducation, enfin maison, foyer, alimentation, nourriture et tout ça. Donc elle l'a élevée, mais voilà, elles ont une relation un peu compliquée toutes les deux, puisque ce n'est pas une relation vraiment mère-fille. Et on va du coup rencontrer Mika qui, elle, va être candidate, elle va postuler justement pour un poste d'enseignante, enfin de professeur pour 3 petites sorcières dans une maison sans savoir qu'elle postule pour ça. Enfin, voilà. Et donc du coup quand elle va arriver dans cette maison et qu'elle va se rendre compte qu'il y a 3 petites sorcières, là il va avoir un gros dilemme entre justement sa loyauté envers la communauté des sorcières qui est justement que les sorcières ne doivent pas être ensemble et en même temps l'amour qui se fait assez vite pour ces petites, l'attachement on va dire, pas que l'amour mais l'attachement qui se fait assez vite justement pour ces petites puisqu'elle se rend bien compte que elles réussissent à avoir la vie qu'elle n'a pas réussi à avoir puisqu'elles vont voilà, elles ont toujours vécu ensemble et du coup il y a une vraie fraternité même si ces jeunes filles comme je vous dis ce ne sont pas des sœurs biologiques mais bel et bien des petites sorcières qui ont toutes perdu leurs parents et qui se sont concentrées au même endroit et sauf qu'elles ont grandi ensemble et donc du coup elles se considèrent comme des sœurs. Et on a aussi justement tous les gens qui sont dans cette maison, dans cette espèce de manoir et qui s'occupent des petites justement en attendant de trouver quelqu'un de compétent pour s'occuper des petites sorcières. Et donc on a vraiment un fun family, on a vraiment une ambiance très cocooning, très, très mignonne, que j'ai appréciée, je vous avoue, mais je n'ai pas eu le coup de cœur que tout le monde a eu avec cette lecture. J'étais en mode, ouais, c'est pas mal. La scène de Smut, que tout le monde était là en mode choqué, j'étais là en mode, les gars, ça va, il se passe R, calmez-vous. Donc non, alors je sais pas pourquoi tout le monde a été choqué parce qu'on n'est même pas sur un jeunesse quoi, on est sur du lumen donc à la limite on devrait sur du young adulte. Donc pour moi pour du young adulte ça passe crème. Il y a une scène de smut et c'est vraiment pas détaillé comme je vous ai dit. Donc voilà, j'ai bien aimé mais sans plus. Donc je vais lire c'est quoi l'auberge magique là, je sais plus c'est quoi le titre, je vais lire ce sont vos titres. Mais est-ce que je vais les garder? Pas sûr hein. Je vais les lire parce que je vais les lire parce que je suis curieuse, mais je suis pas sûre que ce soit des lectures qui, au final, soient trop pour moi. Je ne sais pas, j'ai pas eu le coup de cœur escompté. Il y a eu cette lecture aussi, qui a été très douloureuse par contre. Du coup, j'ai lu Les Seigneurs de la Nuit, donc c'est Vampire Ennemi, le tome 1 de Laetitia Tran. Ceci, c'est de l'auto-édition. C'est un collector qu'on a eu grâce à une campagne Ulule. Du coup, je me suis dit, allons-y Nagant, il faisait aussi partie de mes devoirs de Mirazanchi, donc on y va. En plus, avec le challenge Romantasy, je me suis dit, on se motive. Du coup, on est sur une romance MM à base de mafia et de fantasy, puisqu'on est sur 2 clans ennemis, dont un clan, c'est des clans vampiriques. Voilà, on a une ville qui s'appelle, je sais plus trop comment, mais on a d'un côté la faction d'or avec un chef, un vampire aîné, un vampire hyper badass, et de l'autre côté, on a le cartel noir, qui est justement le cartel des humains, donc il y en a un qui contrôle l'ouest et l'autre qui contrôle l'est de la ville, et qui, même s'ils ne sont que des humains, sont un peu des humains augmentés, puisque le chef, qui est le meilleur ami du protagoniste qu'on suit là, eh bien, il y a de la magie qui lui est insérée en lui pour que justement il soit surpuissant. On est sur ce délire-là. Et donc en gros, c'est pas un cartel de drogue, mais c'est un trafic de sang d'originel. Le sang d'originel, en fait, c'est le sang des nouveau-nés, très clairement vampiriques, des novices, qui visiblement est une drogue aussi bien pour les humains que pour les vampires, qui permet justement de donner un petit coup de boost, un peu en mode, voilà, de l'opium. Et donc on va suivre ces deux personnes qui se détestent, puisque visiblement le vampire du cartel, du faction d'or, a tué les parents du gars qu'on suit dans le protagoniste du cartel noir. Donc forcément, quand ils vont se retrouver tous les deux
enseveli sous des décombres, et ben ça va pas être la joie, ça va pas être la fiesta, mais le vampire va prendre la décision justement qu'il doit se nourrir, donc il va transformer l'humain en nouveau-né pour pouvoir avoir justement du sang de nouveau-né à disposition et pouvoir justement les sortir des décombres et survivre à cette catastrophe. C'est ce qui va se passer, et donc du coup il va devenir son nouveau-né. Ah oui, parce que c'est sa créature finalement, et donc on va avoir cette relation comme ça assez conflictuelle qu'il va avoir entre les deux. Et je vous avoue que pour moi, ça ne l'a pas fait parce qu'il y a énormément de red flags. On est justement, comme je le dis, sur une relation qui se base dès le départ sur domination, puisqu'on a un maître et un élève. Mais c'est pas vraiment maître-élève en mode. Enfin, non, c'est pas maître et élève justement, c'est vraiment maître et création, créature. C'est assez malsain la relation qui naît parce que justement les deux ne veulent pas se soumettre l'un à l'autre, mais ils finissent par se soumettre l'un à l'autre et puis se détestent. Et puis, enfin, j'ai pas apprécié, on va dire. Voilà. C'est vraiment un enemies to lovers qui pour moi ne l'a pas fait. En plus, justement, c'est assez malsain avec trafic et tout. Je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai le tome 2 qui du coup va se passer sur le, le bras droit de la faction d'or, là, le vampire du coup, qui est le bras droit du vampire qu'on suit dedans. Et voilà, il y a une trope qui est dedans, voilà, on est sur une trope de Fate Mate, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas, j'ai pas kiffé. Voilà, je l'ai lu. Au début, j'ai commencé à le lire en souffrance, et vers la fin, justement, j'ai commencé à m'habituer et à être en mode ok, allons-y, Guingamp, on est là pour ça. Mais je vous avoue que voilà, je vais lire le tome 2, comme ça me fera une saga de finie et j'aurai la vision d'ensemble de la chose. Mais je suis pas sûre de le garder au final parce que c'est pas les valeurs qui me sont propres, et du coup, je préfère m'en séparer. On part dans une totale autre ambiance. J'ai lu Dream Harbor, le tome 4, donc la maison aux pancakes, des pancakes aux fraises. Je ne sais plus dans quel sens c'est le truc. Celui-là, je l'ai écouté en audio, donc je ne l'ai pas, mais je vais vous mettre évidemment la petite image ici. On est du coup sur un tome 4. Ça ne spoil pas vraiment parce qu'en fait, ce sont des tomes assez indépendants. À chaque fois, vous avez une histoire d'amour dans ce village. Donc si vous lisez le tome, en fait, vous allez vous spoiler sur les couples qui se sont créés avant, mais ça ne vous... il n'y a pas d'intrigue générale, on va dire. Donc là, on va suivre Archer, qui est un jeune homme qui revient de France parce qu'il en fait, il souhaite devenir cuisinier. Enfin, il est devenu d'ailleurs chef cuisinier de renommée internationale. Et donc, du coup, il est parti des États-Unis pour faire ses classes en France. Et donc, maintenant, il a une étoile, je crois. Enfin, normalement, c'est un macaron, mais bon, c'est grave. Donc, il a une étoile au guide Michelin. Et quand il revient aux États-Unis, en fait, il se rend compte qu'il a eu une relation il y a 5 ans avec une femme. Cette femme est décédée. Et donc, avant qu'elle meure, elle l'a mis sur son testament, puisqu'ils ont eu un enfant ensemble. Et il n'était absolument pas au courant. Donc il revient justement aux États-Unis pour rencontrer sa propre fille de 5 ans et bien essayer de faire en sorte que la transition se passe au mieux possible, sauf que vous vous rendez bien compte que ça ne va pas exactement se passer comme prévu. Et donc il va prendre une maison sur place et il va prendre un petit boulot dans un diner. Pour lui qui est chef, c'est quand même assez... voilà, et du coup il va devoir se faire à cette vie qui est du coup beaucoup plus provinciale et beaucoup moins dans ses habitudes à lui, et essayer aussi de nouer un contact avec sa fille, mais c'est assez compliqué entre ses horaires en restauration puisque il reste quand même chef, donc du coup il va travailler dans un diner, mais les horaires dans la restauration sont compliqués pour élever un enfant, donc il va avoir besoin d'une nourrice, et là on va faire appel du coup. La prota, elle, c'est une fille qui fait toujours plein de petits boulots mais qui ne sait pas où va sa vie, très clairement. Elle adore donner des petits cours de yoga ou des cours de gym assez seniors et tout, mais elle n'a pas, entre guillemets, de vie stable et rangée. Donc quand on lui propose un boulot de nounou où elle sera logée, nourrie, blanchie, et que tout son argent en fait pourra aller justement sur son compte pour rembourser ses anciennes dettes et potentiellement avoir enfin justement un peu d'avance pour pouvoir se projeter et voir ce qu'elle va faire plus tard, eh bien elle va finir, même si au début elle est réticente parce qu'elle déteste les enfants. Elle adore les personnes âgées, mais elle n'aime pas les enfants, puisque justement elle considère que les enfants c'est un peu, voilà, c'est sale, c'est des suppôts de Satan, ça fait n'importe quoi, tatati tatata, alors que les adultes, voilà. Donc elle a une relation comme ça avec les enfants un peu compliquée, mais quand elle va finir par rencontrer justement notre certain Archer et sa petite fille, eh bien très rapidement justement il va avoir un petit lien qui va se créer avec Holly, avec qui elle arrive justement à créer un lien puisqu'elle se comporte avec elle d'une certaine manière que la petite fille est obligée de réagir alors qu'elle ne parle absolument pas à son père. Et donc on va avoir d'un côté justement la relation qui va se créer entre la prota et la petite fille, et d'un autre côté il y a aussi une certaine attirance entre le père et la nounou, sauf qu'ils savent très bien tous les deux que ce n'est pas possible parce que lui justement, s'il veut montrer qu'il était un adulte responsable, il veut pas se taper la nounou de sa fille parce que ça le fera pas du tout bien au niveau du dossier pour finaliser de l'adoption, et bref.
Donc on a voilà ces intrigues-là qui sont mêlées, plus le fait que justement il a repris un diner où il y a une recette de pancake qui n'a pas changé depuis 30 ans et que les habitants ne veulent pas voir changer. Mais comme lui, c'est un chef de renommée internationale, il fait des pancakes un petit peu, pas à la haute, mais vous voyez, avec des saveurs un petit peu exotiques, nanani nanana, et ça ne plaît absolument pas aux gens de la ville qui sont habitués à avoir des pancakes d'une certaine saveur, et donc ils lui font comprendre que non, ils n'en veulent pas. Et donc on va voir justement aussi son parcours à lui, à Archers, qui à la fois doit faire le deuil du coup de son ancienne vie en tant que chef à Paris, qui doit aussi apprendre à relationner avec sa petite fille qui ne veut pas lui parler, donc c'est assez compliqué. Il doit aussi du coup gérer le fait que la nounou lui plaît alors que c'est absolument pas ce qu'il faut qu'il lui arrive dans la vie actuellement, et il doit gérer aussi le fait que, eh bien, il doit trouver cette putain de recette de pancakes s'il ne veut pas se mettre à dos toute la ville. Donc voilà, on est sur cette histoire-là, et je vous avoue que c'était un petit moment bonbon, doudou, voilà. J'ai lu cette lecture, c'est pas la meilleure des quatre, hein, je dois vous avouer, pour moi, mais pour le moment je trouve que la une est la meilleure. Les autres, ça va, mais elles sont pas redondantes. Si je devais faire un classement, je dirais, allez, 1, 3, 2, 4 pour le moment. Parce que le 2, pour moi, même si j'adore l'histoire, il y avait beaucoup trop de smut. Voilà. Alors que dans celle-ci, il y en a un peu plus... Enfin, il y en a autant que dans le 3, mais il n'y en a pas autant que dans le 2. Donc voilà. Après, c'est vrai que dans le 2, c'était quand même assez central, justement, parce que la fille voulait sortir de sa coquille, voulait sortir de son un peu train de vie plan-plan. Mais quand même, pour moi, c'était un chouïa trop. Donc voilà pour mes dernières lectures. S'il y en a qu'on a en commun, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que j'ai lus et que vous avez lus. Il y a l'espace commentaire qui est là pour ça, ou me dire tout simplement vos dernières lectures. Si vous ne souhaitez pas mettre un commentaire construit, n'hésitez pas à mettre là justement plein de petites phrases. Voilà. Comme ça parlera de ma dernière lecture. Ça voudrait dire que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir, il y a en barre d'informations les liens aussi vers mes romans. Si vous êtes intéressé par des romances ou des romantésies, il y a tout, allez voir ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, évidemment. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez de bons moments, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.